Buonasera a tutti, sono Francesca Sibani di Internazionale e vi do il benvenuto a questo incontro che si chiama Le Mille e una rivolta, in cui parleremo di quel fenomeno che è chiamato Primavera Araba. Questa sera con noi sono sul palco Issandre Lamrani, un giornalista d'origine marocchina che lavora al Cairo e scrive il blog The Arabist. Vicino a lui abbiamo Ziad Majed, un politologo libanese che insegna all'Università Americana di Parigi. E a fianco ancora Olivier Roy, politologo e insegnante dell'Università Europea di Fiesole, vicino a Firenze. A moderare il dibattito invece abbiamo Gianpaolo Calchinovati, che è insegnante e professore di storia dell'Africa all'Università di Pavia, scusate, e gli do il microfono. Grazie mille, ecco, buon inizio. Buonasera a tutti, questo dibattito si svolge essenzialmente in francese, però mi è stato detto che nella introduzione posso usare la lingua indigena. Il mio compito è un po' quello del moderatore con licenza di qualche intervento, in particolare per dare uno sfondo a tematiche che verranno affrontate dai singoli ospiti o per specializzazioni trasversali, pensiamo alla geopolitica, all'Islam, eccetera, o per particolari conoscenze su uno dei paesi coinvolti, non solo quelli direttamente toccati dalla rivolta o dall'insurrezione o dalla rivoluzione, ma nei quali è in corso una fase critica o comunque sono in vario modo toccati dagli avvenimenti, che come sapete si sono soprattutto concentrati nel Nord Africa, secondo me non per caso, perché il Nord Africa appartiene naturalmente all'Africa. E l'Africa, nella mia interpretazione, magari sentiamo Issandra cosa ne pensa, nella mia interpretazione l'Africa è oggetto di competizione a livello internazionale, forse il teatro di competizione più aperto, per certi versi il Medio Oriente, anche il Medio Oriente arabo, è più bloccato dal fatto che la presenza americana non ammette tante divagazioni per la questione petrolifera e soprattutto per la difesa di Israele. Comunque, accanto a fatti ben noti che hanno toccato la Tunisia, l'Egitto e la Libia, situazioni molto tese, sostanzialmente simili per certi versi ai processi che si sono conclusi nei 3 paesi nordafricani, hanno avuto come teatri 2 paesi della penisola arabica, il Bahrain e lo Yemen. Lo Yemen va visto in un quadro che non riguarda soltanto il Medio Oriente, ma riguarda il Corno d'Africa, perché c'è un rapporto diretto con la Somalia. In un certo senso la Somalia è un Afghanistan senza montagne e le montagne della Somalia sono nello Yemen. E finalmente la Siria, un paese dove abbiamo una situazione pre-rivoluzionaria tenuta sotto controllo dalla repressione del governo. L'Africa è competizione fra Occidente e Cina, competizione forse fra Europa e Stati Uniti, forse fra i paesi europei. Pensiamo al rapporto italo-francese, non completamente risolto, esagerando un po' dal punto di vista storico. È come se queste vicende del 2011 siano state un altro round della competizione fra Italia e Francia, che risale al 1881, all'epoca del protettorato sulla Tunisia, su cui l'Italia aveva all'epoca qualche mira. Nessuno degli autocrati, personalmente faccio un po' fatica per ragioni filologiche a usare la parola dittatore, che ha un senso originariamente diverso, degli autocrati rovesciati, parlo a questo punto dei paesi nordafricani, sono legati alla storia della decolonizzazione. Ben Ali ha fatto parte del governo di Bourguiba, ma poi ha preso il potere appunto con una specie di colpo di stato medico contro lo stesso Bourguiba, il combattente supremo della decolonizzazione tunisina. Mubarak è il terzo esponente di una gerarchia militare andata al potere negli anni 50, rovesciando la monarchia.
Gheddafi è ancora più fuori dal contesto coloniale o decoloniale, avendo rovesciato Idris, il primo re dopo la pseudo decolonizzazione della Libia, in effetti è avvenuta per decisione dell'ONU dall'alto, con fortissima partecipazione da parte delle forze politiche locali. Però in tutti questi paesi possiamo, a mio avviso, identificare una fattispecie che chiamiamo dello Stato postcoloniale. È una fase di crisi dello Stato postcoloniale. E forse questo è un argomento su cui inviterei gli ospiti a eventualmente cimentarsi. Un'eccessiva insistenza sull'Islam può essere un po' deviante, perché alla fine il problema si potrebbe anche intravedere da un'altra prospettiva: la riformabilità o non riformabilità delle forme di capitalismo dipendente nella periferia del sistema internazionale. Le vicende demografiche, economiche, di sviluppo sociale, dell'istruzione, eccetera, hanno messo in crisi questi regimi, variamente, perché le situazioni non sono esattamente le stesse, ma con una situazione che poi è andata evolvendo in modo relativamente analogo. La mia interpretazione, su questo chiedo anche conforto o possibilmente obiezione da parte degli ospiti, è che in Tunisia e in Egitto alla fine si sia costituito un asse improprio, un'alleanza impropria, se possiamo dire, fra i militanti e i manifestanti, fra i militari e i manifestanti, fra i militari e forse i giovani o i ceti medi emergenti. Lo Stato forte, in Tunisia ed Egitto abbiamo uno Stato e una nazione relativamente collaudati, hanno resistito, l'esercito si è dissociato in extremis dai comandanti anche per l'intervento probabilmente di moral suasion dei relativi padrini, la Francia e forse anche gli Stati Uniti su Ben Ali, gli Stati Uniti sicuramente su Mubarak. Tutto il resto è in qualche modo da decidere. Questi governi che si sono costituiti a Tunisi e al Cairo sono vittime della trappola del governo provvisorio. Il governo provvisorio gode di una certa popolarità e legittimità perché sposa il cambiamento. D'altra parte, per tener fede al principio della liberazione o della liberalizzazione o della democratizzazione, dovrebbe procedere con il processo di consultazione, elezioni, eccetera. Le elezioni troppo presto rischiano di non essere totalmente significative perché i partiti non si sono ancora organizzati. Elezioni troppo lunghe, troppo in là nel tempo, potrebbero causare delle situazioni di difficoltà e quindi si tratta veramente di una fase relativamente critica. Non facciamo ipotesi, naturalmente, magari se qualcuno si vuole cimentare sulle previsioni politologiche. È probabile che sia in Tunisia che in Egitto la maggioranza possa essere presa, seppure relativa, non assoluta, dai partiti di ispirazione islamica. Sia la Fratellanza Musulmana che Ennahda hanno detto che sono totalmente convinti della superiorità del sistema democratico. Vediamo, è più difficile dire quale sarà l'agenda sociale dei partiti islamici. Almeno in Egitto Fratellanza Musulmana fa un po' parte dell'establishment in un certo senso, ma ovviamente va misurato perché si tratta di forze che non hanno mai avuto responsabilità dirette di governo. Sappiamo che in Italia la Libia ha avuto ovviamente un peso maggiore per il nostro passato più o meno, anzi soprattutto più vergognoso che positivo, però la Libia ha subito dato l'impressione di essere un caso a sé e qui sintetizzo al massimo. In Libia non c'è nessun Tahrir Square paragonabile a ciò che è avvenuto in Egitto o a New Bourguiba per parlare della Tunisia. La rivolta è partita da Derna e Tobruk, è stata immediatamente percepita come un fatto cirenaico, fatto a fatica poi a presentarsi come un movimento di carattere nazionale. La rivolta ha subito assunto un aspetto militare, si sono impossessati delle armi i rivoltosi, ufficialmente per avere assaltato una caserma, probabilmente c'è stata una distribuzione di armi di forze esterne. In Libia non c'è stato un'autorità in grado di intervenire al momento opportuno per convincere il leader a desistere e qui probabilmente è il punto più debole di tutta la politica italiana, che non ha tenuto fede a quello che era un accordo
di rapporto speciale. Questo tipo di accordi dovrebbero dare la possibilità alla potenza di riferimento di avere un'influenza che in questo caso non c'è stato. La guerra della NATO ovviamente poi ha modificato totalmente la situazione e quindi anche su quello ovviamente ci sentiremo. Perché la Lega Araba ha appoggiato la guerra più dell'Unione Africana? Questo è un aspetto interessante perché la Libia sta un po' a cavallo fra il mondo arabo appunto e il mondo africano. Gheddafi si è scoperto, forse in modo inaspettato, molto isolato, soprattutto nel mondo arabo, un po' meno nel mondo africano. Io penso che i regimi della penisola arabica sanno che il precedente libico non gli si ritorcerà contro, per gli africani invece è un po' più difficile avvallare l'intervento militare a favore degli insorti, a favore dei ribelli. I governi non soltanto per la solidarietà che i capi di Stato hanno fra di loro, ma perché la fattispecie intervento dall'esterno legittimato a sostegno di una rivolta non è proprio consono con quello che sono i principi generali, i paradigmi dell'Unione Araba. La Lega Araba, dicevo, i governi della penisola arabica, in particolare lo si è visto sia in Bahrain che in Yemen, che hanno tenuto test di fatto alla rivolta e nessuno ha pensato di andare a sostenere i rivoltosi. Anche in Siria non c'è stato questo intervento e questo forse va analizzato perché le conseguenze di un'eventuale destabilizzazione in Siria sono evidentemente più ampie. E poi nel Medio Oriente, sappiamo, c'è questo problema dell'Iran, molti paesi arabi hanno una posizione politicamente di diffidenza nei confronti dell'eventuale rivoluzione sciita e comunque dell'influenza di un paese non arabo. Già la Turchia ha una grande influenza, più accettata a quello che sembra, specialmente dall'Egitto. Vorrei fare un'ultimissima osservazione, questa è forse una domanda su cui vorrei che i nostri ospiti si pronunciassero. L'intervento militare in Libia ha ridimensionato, può ridimensionare il significato di rottura delle primavere arabe, cioè anche le primavere che non sono passate per una tragedia paragonabile a quella della Libia, perché in qualche modo questo intervento ha dimostrato che l'Occidente vigila sulla transizione e potrebbe quindi costituire un punto di riferimento obbligato, limitante in un certo senso, sugli spazi decisivi, decisori, chiamiamoli, dei popoli, delle forze politiche, delle varie società nelle quali si sta sviluppando questo passaggio, quello che appunto tecnicamente viene definita la transizione. Credo che sul piano così delle prospettive molto dipenderà da ciò che succede in Egitto, per molti motivi. Nella situazione generale del mondo l'Egitto è un paese che in teoria potrebbe far parte dei BRIC per quello che riguarda le sue potenzialità, è uscito di scena dal mondo arabo per la politica troppo passiva di Mubarak. Sicuramente il futuro governo egiziano dovrà tenere una politica più attiva, già si sentono i primi scricchiolii dell'alleanza tattica fra Israele ed Egitto e quindi tutto è in qualche modo in divenire. Ringrazio della pazienza con cui mi avete ascoltato, spero che questo possa servire a un primo giro di interventi e chiederei a Issandra Lamrani di fare il primo intervento. Vorremmo mantenere un primo giro in una decina di minuti per ciascuno per poter avere il tempo sufficiente per un secondo giro e poi per il classico dibattito, in questo caso dibattito sì. La parola a Issandra Lamrani. Bonjour et merci d'être venu en si grand nombre aujourd'hui. Je ne suis ici aujourd'hui qu'en tant que remplaçant. Je remplace la personne qui était citée dans le programme, Aboubakar Jamei, un très grand ami, grand journaliste marocain, qui n'a pas pu être ici. Il est tombé malade il y a quelques jours. Mais donc je voudrais commencer d'abord en vous parlant de ce qui se passe au Maroc et ce qui s'est passé dans un pays justement où il n'y a pas eu de révolution cette année. Et que malgré tout, il y a une révolution qui se passe, mais en ralenti, c'est peut-être une révolution dans les mœurs, c'est une révolution dans les idées, le début d'une révolution politique, on peut l'espérer. Le Maroc, bien sûr, n'est pas comparable à l'Égypte de Moubarak, ni à la Libye de Kadhafi, ni à la Tunisie de Ben Ali. D'abord, c'est une monarchie, premièrement.
Donc toute la question de la succession de père à fils n'est pas est automatique dans une monarchie, elle n'est pas contestée. Deuxièmement, le roi est jeune et seulement là depuis 10 ans. La personne du roi garde une certaine confiance, je crois, d'une grande partie de la population. Mais tout de même, il y a une crise de confiance dans le système marocain, dans ce qu'on appelle au Maroc le marzen. Il y a 10 ans, au Maroc, on pensait avoir vivre une petite révolution, qu'une révolution pacifique dans le système se ferait grâce à un jeune roi qu'on appelait en 99, en juillet 99, après que son père soit mort, qu'on appelait le roi des pauvres, qui finalement écouterait le peuple marocain, écouterait et entamerait une vraie réforme du système politique et une réforme sur la question sociale. Les deux grandes choses qui sont en crise, en fait, depuis le début des années 60 au Maroc, la dernière fois qu'il y a eu des grandes émeutes dans les rues et que autant la politique partisane et la question sociale étaient d'actualité dans le débat politique. Parmi ceux qui ont fait avancer ce débat, et à mon avis, parmi ceux qui ont fait le plus avancer ce débat dès la fin des années 90, donc en fait pendant les quelques dernières années de feu Hassan II, le père du roi Mohamed VI, qui était un tyran diabolique, je crois qu'il faut l'avouer, était un jeune journaliste, Abou Bakr Jamaï, qui avait fondé le journal, tout d'abord le journal, et puis qui a été fermé, qui est devenu le journal hebdomadaire, aussi pendant une période, un hebdomadaire arabophone, Sahifa, et qui a véhiculé avec d'autres journalistes l'idée de comment on pourrait réformer ce pays qui est un vieux système politique, un système politique qui a été transformé par l'expérience coloniale française, mais qui est en fait un système politique de plusieurs centaines d'années. C'est aussi quelque chose de très différent des pays du Mashrek, ou même de l'Algérie ou de la Tunisie. Et à avancer comment, politiquement, économiquement, socialement, ce pays pourrait changer à travers un magazine qu'il a ouvert à toute une génération de politologues et de journalistes marocains, et qui a réussi, je crois, et moi-même j'en ai bénéficié, à faire une éducation politique d'un pays qui avait été systématiquement dépolitisé. Et je crois que c'est une situation qui n'est pas unique au Maroc, je crois que c'est une situation qu'on retrouve dans beaucoup des pays arabes, où les régimes avaient œuvré systématiquement pour dépolitiser le champ public, pour que le débat public ne s'occupe plus de questions fondamentales de politique, seulement de questions peut-être superficielles. Ce qui s'est passé, c'est qu'après 5, 6, 7 ans de monarchie qui se disait réformiste mais qui ne faisait rien, il a commencé à avoir un rejet du marzen qui s'est en fait qui s'est fait un 2.0, qui s'est modernisé mais qui n'a pas vraiment changé de nature. Et les journalistes comme Boubacar Jamaï ont souffert. Boubacar Jamaï, Ali Mrabat, Ali Nouedi, d'autres journalistes marocains, je pense à Ahmed Ghali Ben Shamsi, à Driss Six, ont tous tour à tour eu des pressions. Leurs journaux ont subi des pressions, des journaux ont été fermés. Certains journalistes ont été forcés de quitter le pays. C'est d'ailleurs le cas plus ou moins de Boubacar Jamaï qui habite en Espagne aujourd'hui et qui n'ont pas pu rentrer. Et comme dans la plupart des pays arabes, en fin 2010, au Maroc, on était en crise. Il y avait une vraie question sur qu'est-ce qui nous attend, rien ne va jamais changer, on déprimait. Et puis, la Tunisie s'est passée. Et la Tunisie, c'est un événement sui generis et qui était impensable. Enfin, personne en fin décembre penserait que, bon, oui, il y a eu quelque part au sud de la Tunisie un type qui s'est mis à feu, qui est de tous les pays arabes, la Tunisie était censée être le plus sage, le plus ennuyeux même.
le pays où ne se passait jamais rien et où la police secrète était parmi les plus brutales et les plus efficaces. Ce qui s'est passé au Maroc, c'est juste pour dire que même s'il ne s'est pas passé un grand changement politique au Maroc, c'est qu'il y a un grand changement qui est en train d'avoir lieu au point de vue social, au point de vue politique. D'abord, il y a eu le mouvement du 20 février, qui est la réponse au mouvement du 27 février de Libye, du 25 janvier d'Égypte, du 17 décembre de Tunisie et d'autres mouvements dans la région. Deuxièmement, les journalistes comme Ali Amgarbet, les journalistes comme Boubacar Jaraï et d'autres sont revenus. Leur voix qui avait disparu depuis quelques années est revenue sur le web, sur la toile. Et on le voit sur Demain Online, sur le site de Boubacar Ali Nouedi, lacom.com. Ce débat est aujourd'hui d'actualité. Donc je crois que c'est important de se rappeler que les pays où rien n'a l'air de se passer, parce que ce qui s'est passé en Égypte, ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui s'est passé en Libye est tellement énorme, en fait les choses continuent à se passer. Et il y a eu des revers. Je crois qu'il y a une leçon importante de ce qui s'est passé depuis janvier dernier, c'est que au fur et à mesure que ces révolutions ont eu lieu, que ces intifada en fait ont eu lieu, elles ont eu une influence sur l'autre, pas seulement de la manière qu'on voit tous que bien sûr les Égyptiens ont vu ce qui s'est passé en Tunisie et eux ils se sont rendus compte, ils étaient prêts à se soulever contre Moubarak. Mais aussi dans le sens comme les Marocains ont vu ce qui s'est passé en Égypte et ont commencé le mouvement du 20 février, mais aussi dans le sens inverse. C'est-à-dire que il y avait une grande dynamique pour le changement au Maroc en février, mars, avril. Il y avait le mouvement de février a quand même fait des manifestations qui sont les plus grandes manifestations sans doute depuis 1965. Au Maroc, depuis les grandes grèves publiques de l'époque qui étaient dirigées par des dirigeants comme Mehdi Ben Barka et l'Union, le mouvement socialiste en particulier. C'est quand même ça faisait 45 ans qu'il n'y avait pas eu de mouvement politique de cette envergure. Et quelques mois plus tard, ils ont vu ce qui se passait en Libye. La révolution libyenne n'a pas été pacifique, comme la tunisienne ou l'égyptienne, enfin, ou pacifique dans le sens qu'elle a été résolue relativement vite et sans un nombre important, enfin, 850 morts en Égypte, je crois, peut-être un peu plus de 1000 en Tunisie, mais sans vraiment un bain de sang. Et les Marocains ont eu peur. À partir d'avril, à partir de mai, quand ils ont vu que la guerre civile est... Rappelez-vous qu'en mai-juin, quand on voyait ce qui se passait à Misrata, quand on voyait ce qui se passait au centre de la Libye, on ne pensait pas que ça finirait si vite. Ça aurait pu très bien continuer. On ne savait pas ce qui allait se passer. Et les Marocains ont décidé que ça ne valait pas la peine, que les choses n'étaient pas si pires que ça. Et il y a une vraie résistance, une vraie peur du chaos dans le monde arabe. Je crois que c'est le débat d'actualité en Syrie, qui divise les Syriens vraiment d'une manière très forte. C'est-à-dire que, d'accord, on aimerait bien être plus libre, mais quel prix est-ce qu'on est prêt à payer? Donc, je crois que ça, c'est une chose importante, c'est que la perception de ce qui s'est passé dans la région a changé au cours de ces révolutions. Et la deuxième chose, c'est que c'est pas seulement la population et les militants qui ont appris des leçons, c'est aussi les régimes. Les régimes ont appris ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Ils ont appris que couper l'Internet comme l'a fait Moubarak, ça sert à rien. Donc en Syrie, ils maintiennent l'Internet pour mieux surveiller les gens. Je crois qu'ils ont vu au Bahreïn qu'une intervention rapide, avec l'aide, bien sûr, l'aide étrangère, l'aide de l'Arabie Saoudite en particulier, mais aussi des Émirats, pour écraser le mouvement de contestation à Manama. Donc,
on a des fois l'impression qu'on voit, en particulier la presse occidentale, que c'est un mouvement dans une direction. Mais en fait, non, ça va dans tous les sens et il y a des mouvements il y a des moments de triomphe et il y a des moments de défaite et de désespoir. Et cette histoire n'est pas encore finie. Au Maroc, peut-être parce que la situation n'est peut-être pas aussi grave que l'Égypte ou la Tunisie, je pense que ça va prendre du temps. Et ça dépendra aussi de la réponse politique. Est-ce que les partis politiques dont tout le monde au Maroc, vous allez me dire, ça ressemble un peu en Europe, tout le monde se plaint qu'ils ne font rien, qu'ils ne sont jamais à la hauteur des choses. Est-ce que parmi eux, ils vont être prêts à dire non au régime, à signaler en fait et parler de ce que personne ne voulait parler. Tout le monde parlait tout bas de ça pendant des années, mais personne ne disait haut et fort. C'est que un des problèmes, c'est pas seulement une question de dictature et de police secrète, etc. C'est que ces États étaient des États mafias. On le voit en particulier en Tunisie avec la famille de la femme du président, la famille Trabelsi. On l'a vu avec la famille Kadhafi qui s'est accaparé peut-être 25, peut-être 50% de la richesse pétrolière libyenne. Et on l'a vu avec le système égyptien où la famille Moubarak et en particulier ses fils redistribuaient les richesses des fois en utilisant une couverture de réformes économiques. Enfin, on faisait en fait une grande redistribution de la richesse qui s'amenait à un vol net en fait de la population. C'est quand même sidérant que dans un pays comme l'Égypte, les statistiques sont sorties récemment, entre 2006 et 2010, il y a une hausse de l'analphabétisme et de la pauvreté. Il faut expliquer ça d'une manière ou d'une autre. C'est qu'il y a eu ce qu'on appelle dans le langage académique state capture, donc une capture de l'appareil étatique et de l'économie par les élites du pays. Et je voulais seulement en parler un peu parce que c'est un sujet qui est très important à Boubacar Jamaï et sur lequel lui-même a beaucoup travaillé. Au Maroc, où on a une monarchie qui agit aujourd'hui, qui est le plus grand acteur économique, beaucoup plus en fait qu'avant sous Hassan II, et qui a une attitude et une posture envers le marché, le tissu économique marocain, de prédateur. Et on ne sait pas encore si cette situation va se corriger. Malheureusement, les deux personnes qui ont été le plus visées par les émeutes au Maroc, qui sont les deux conseillers principaux du roi, Fouad el-Hemma et Mounir Majdi, n'ont pas été écartés de la monarchie ou du palais. Le roi lui-même n'est pas, contrairement à son père, n'a pas beaucoup de charisme, ne s'est pas beaucoup exprimé vraiment pour essayer de prendre la relève de ce mouvement. Donc, ces crises politiques, je crois, continuent d'autres façons que peut-être que le moment des soulèvements populaires est fini, au moins au Maghreb. Je crois qu'il continue en Syrie, il continuera au Yémen et peut-être autre part. Mais ce mouvement, qui va, à mon avis, prendre des années à trouver une nouvelle forme de stabilité, qui j'espère sera une stabilité meilleure, pas la stabilité négative qu'on a eue les 20-30 dernières années. Donc ce mouvement continue. Et bon, je vais laisser la parole à mes collègues. Merci beaucoup. Je voudrais seulement souligner un aspect de notre intervention très intéressant de Issandra Lamrani, et c'est le rôle du roi au Maroc. En général, elle a l'impression que les États avec une monarchie au lieu d'une république, le roi, c'est un acteur de la politique, de la transformation et de la transition, avec le risque que le roi peut manipuler un peu les enjeux des partis politiques, des mouvements populaires et tout ça. C'est une situation qui peut-être met sur le même plan le Maroc et la Jordanie peut-être, et même la communauté internationale donne l'impression que dans les monarchies, il n'y a pas la nécessité d'une réforme trop profonde, parce qu'il y a déjà un jeu semi-démocratique en réalité, pas totalement démocratique.
Maintenant, Zied va parler peut-être de la Syrie et de la Jordanie, cette part du Moyen-Orient qui n'est pas directement affectée par l'évolution, mais même, surtout dans la Syrie, il y a une situation pré-révolutionnaire, comme je disais. À toi la parole. Merci. Merci à vous aussi d'être présent. En fait, si vous permettez, je vais parler sur deux niveaux. Le premier, des observations générales. Je ne vais pas m'aventurer à proposer disons des premières conclusions de ce qui s'est passé, parce que c'est un processus qui continue. Il y aura beaucoup de défis, beaucoup de changements, mais juste quelques observations sur le phénomène de ce qu'on a appelé le printemps arabe. Et en deuxième moment, je souhaite parler de la Syrie, où beaucoup de choses se passent, beaucoup plus d'ailleurs que dans le reste du monde arabe, mais dans un autre contexte, avec un régime beaucoup plus violent, et non pas seulement dans la violence symbolique, mais même dans les actes, avec des conséquences certainement régionales et un enjeu géostratégique important, vu la position géographique de la Syrie et vu ses voisins des quatre côtés d'ailleurs. Par rapport à ce printemps arabe, je pense qu'il faut souligner au début des phénomènes nouveaux dans la région. Pourquoi maintenant ? Bien que le despotisme dans le Moyen-Orient et en Afrique du Nord est là depuis des décennies déjà. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a permis qu'en fin 2010, en début 2011, un déclic que le jeune Bouazizi en Tunisie a commencé à lancer pour que cette vague de ce qu'on a appelé des révolutions démocratiques se propage à travers la région. Si on regarde juste les dates, un petit exercice de voir qui sont ces gens-là qui sont au pouvoir. Kadhafi est au pouvoir en Libye depuis 1969. Les Assad, père et fils, sont au pouvoir depuis 1970. Moubarak est en pouvoir depuis 1981. Ben Ali est au pouvoir depuis 1987. Entre eux et avant eux, Saleh au Yémen est au pouvoir depuis 1978. Et il s'est maintenu au pouvoir après la réunification du Yémen en 1990. Donc, il y a dans le paysage politique des régimes arabes des gens qui sont là depuis 3, 4 décennies. Et leur présence a eu énormément de conséquences. Non seulement elle a construit des clans familiaux qui abusent des richesses et qui distribuent la rente pétrolière dans certains cas ou reliée à d'autres secteurs de production dans d'autres, mais en même temps, il y a eu, avec le passage du temps, une véritable fatigue. Le sens d'humour et les blagues qu'on voit circuler sur le fait qu'on souhaite avoir maintenant des chaises pour le président de Marc Tefal pour qu'il ne colle plus sur leur siège, le fait qu'on arrive à compter chaque année le nombre de cheveux blancs qui apparaissent dans les têtes de ces présidents, sauf ceux qui chaque année aussi peignent leurs cheveux, comme Moubarak, Ben Ali, etc. Ce genre de fatigue est révélateur qu'avec le temps, il y a une génération qui n'arrive plus à accepter que ses parents lui parlent du même président, elle voit le président, et en plus, on lui parle de son fils qui va lui succéder. Ça a été le cas en Syrie. Au Yémen, le président préparait son fils qui est chef de la garde républicaine. En Égypte, il a essayé de préparer son fils. Kadhafi préparait aussi ses fils et non pas son fils. Et autour de Ben Ali, du côté de sa femme, de son côté, il y a des clans aussi qui abusent du pouvoir. Donc, il y a une certaine arrogance de ces régimes-là qui, après des décennies, pensent que tout est permis, tout est possible, et toute provocation et toute humiliation des gens n'aura pas de conséquences pour différentes raisons. Or, il s'est avéré qu'en 2010 et en 2011, les conséquences d'une certaine urbanisation qui a eu lieu dans le monde arabe depuis des années, cette urbanisation qui a permis aux gens de circuler plus, de se rencontrer plus, la continuité territoriale dans les villes a rendu les échanges humains beaucoup plus importants que lorsqu'ils étaient séparés dans des petits villages. Même au niveau de la participation de la femme, le fait qu'elle est dans la ville, elle n'est pas sous le contrôle familial et celui des zones rurales comme avant, ce qui lui permet de circuler soit voilée, soit sans son voile, beaucoup plus qu'avant. Les médias et le phénomène médiatique, notamment avec la fin de la censure, vu qu'il y a les satellites, il y a Internet, il y a un accès à l'information
que les régimes ne peuvent plus contrôler. Personne ne lit maintenant dans les pays arabes la presse officielle comme c'était le cas il y a quelques décennies. Maintenant, tout le monde peut cliquer sur Internet, peut avec la télécommande passer d'une chaîne à l'autre. Donc le pouvoir ne peut plus contrôler l'information, ne peut plus faire la même propagande avant. Elle est devenue en soi aussi une forme de blague que personne ne prend au sérieux. Plus les réseaux sociaux, bien sûr, on a beaucoup parlé de Twitter, Facebook et YouTube, tout ce qu'on peut diffuser, tout ce qu'on peut échanger. On peut se découvrir et se redécouvrir avec certainement beaucoup d'autres aspects qu'on peut ajouter. Mais tout cela a créé un nouvel environnement auquel on peut ajouter aussi l'éducation, le fait. Et je parle là, pas qualitativement, mais quantitativement. Il y a de plus en plus d'éducation, de plus en plus de possibilités d'utiliser l'informatique et de communiquer et de comprendre les langues étrangères. Donc il y a une nouvelle génération qui a été prête, cette fois, à relancer ce que vous avez appelé des intifadas ou des soulèvements qui ont mené à des révolutions. C'est vrai que dans les cas tunisiens et égyptiens, on était plus, ou on avait l'impression qu'on était plus devant des scénarios roses, beaux, où les grands rassemblements ont forcé ou bien ont pu obliger le président à partir. Les armées, peut-être ils n'étaient pas alliés avec les gens, mais au moins ils ont été neutres pendant quelque temps. Ils ont préféré être les armées de l'État et non pas du régime. Tandis que dans d'autres cas, le cas libyen, aujourd'hui le cas syrien, plus ou moins le cas du Yémen, il y a une relation beaucoup plus étroite et beaucoup plus forte entre le régime lui-même et l'institution militaro-sécuritaire. Les régimes sont eux-mêmes à la tête aussi des forces armées et des forces de sécurité. Les clans familiaux jouent un rôle important. Au Yémen, comme on l'avait dit, le fils du président, il est le dirigeant de la garde républicaine. En Syrie, le frère du président, il est le dirigeant de la 4e division de l'armée, qui est la plus grande division, et il est dans la garde républicaine. Ses deux cousins gèrent les deux services de renseignement du pays. En Libye, les 3 fils du colonel Kadhafi sont soit dans des forces paramilitaires encore plus équipées que l'armée, soit étaient dans l'armée. Donc le clan qui est au pouvoir a aussi la main mise sur les forces de sécurité et refuse de négocier. Ils ont appris la leçon tunisienne et égyptienne, donc ils ont réagi très violemment. Il y a certainement le cas du Bahreïn aussi, où l'intervention saoudienne et la division verticale dans la société entre sunnites et chiites a facilité l'oppression du début du soulèvement de l'opposition du Bahreïn contre le régime. Donc ce qui fait qu'il y a des éléments en commun dans tous les contextes qu'on a vus, mais il y a aussi des grandes différences. Ce qui fait la plus grande différence peut-être dans le Moyen-Orient, contrairement en Afrique du Nord, c'est ce qu'on peut appeler la non-homogénéité de la société. C'est-à-dire si en Tunisie ou en Égypte, c'était plus facile de finir avec le pouvoir en place, en Syrie, vu la complexité démographique d'un côté, communautaire de l'autre, vu que le pouvoir lui-même a une assise communautaire, au Bahreïn, la même chose. La question tribale au Yémen complique un peu les alliances et complique la possibilité d'en finir avec un pouvoir sans que le sang coule. Et malheureusement, c'est le cas. Pour parler de la Syrie, et je passe rapidement donc à cette révolution-là qui est malheureusement peu couverte, ou parfois couverte par des points de vue qui sont plus idéologiques que liés à la réalité du terrain. Vu la position de la Syrie à côté d'Israël, vu son voisinage à l'Irak occupé, vu la présence d'un grand voisin, la Turquie, son alliance stratégique avec l'Iran, qui permet au Hezbollah libanais aussi de devenir un acteur principal. Tout cela fait que les gens regardent plus la Syrie d'un point de vue géostratégique et non pas d'un point de vue relié à ce qui se passe en Syrie même, entre un pouvoir qui a tué jusqu'à maintenant 3000 citoyens syriens dans les manifestations et des gens pacifiques jusqu'au moment où, jusqu'à maintenant, mais les choses peuvent changer dans le futur malheureusement, vu la répression féroce que le régime pratique. Ça fait déjà à peu près 7 mois que les manifestations dans la plupart des régions syriennes, d'ailleurs c'est probablement, et contrairement à ce qui a été dit dans l'introduction, si j'ai bien compris, c'est la révolution la plus répartie horizontalement. Dans les autres cas arabes, toutes les manifestations ne dépassaient pas les 15 comme moyenne par jour, tandis qu'en Syrie, elle a dépassé souvent cette moyenne-là, les 50 et les 60 manifestations en même temps. Même au niveau des chiffres,
On a toujours l'impression que ce qui se passe en Syrie, c'est des petites manifestations. Or, ce n'est pas vrai. Les habitants de la Syrie sont près de 21 millions. Il y a eu, pendant quelques semaines, une moyenne de 1,5 million de manifestants dans la rue, ce qui fait qu'au niveau aussi de la participation populaire, c'est la plus grande parmi toutes les révolutions arabes, parce qu'en Égypte, elle n'a jamais dépassé les 3 à 4 millions de manifestants en même temps, sur une population de 84-85 millions. Donc, sur plusieurs niveaux, il y a une malcompréhension de ce qui se passe en Syrie. Dans les zones rurales, dans les banlieues des villes, dans les villes secondaires du pays, la mobilisation est énorme, malgré tous les crimes, les arrestations, la torture, tandis qu'à Damas, il y a une forteresse sécuritaire d'un côté, et il y a une bourgeoisie reliée au commerce, qui a un rapport qui n'est pas si mal que ça avec le régime, qui préfère donc d'attendre un peu pour voir comment les choses vont basculer. Et Alep, la deuxième ville du pays, reste calme pour des complexités plus ou moins communautaires et ethniques, et aussi pour un milieu d'affaires qui a fait du business durant l'ère Assad, surtout depuis quelques années avec le commerce avec la Turquie. Donc, pour revenir à la question du départ, je pense que ce printemps arabe crée au niveau de la jeunesse arabe beaucoup d'aspirations et beaucoup d'espoir. Il y a certainement parfois un aspect romantique parce que les problèmes sont très complexes. Il y a parfois des généralisations, surtout qui viennent de l'extérieur. Mais ce qui est important, c'est qu'on a plus ou moins tourné la page d'un dilemme qui a tout le temps contrôlé la littérature politique sur la région, soit l'islamisme, soit les régimes despotiques. Et les régimes eux-mêmes ont utilisé ça comme chantage régulièrement. Donc il n'y a pas d'alternative à un régime militaire despotique qui prétend être laïque, bien qu'en même temps il a encouragé l'islamisation de la société pour essayer d'affaiblir soit les frères musulmans, soit certaines formations et certains mouvements islamiques. Donc c'était toujours, après le scénario dramatique en Algérie, c'était toujours soit les islamistes qui vont gagner, soit il faut maintenir ce pouvoir. Malheureusement, certaines capitales dans l'Occident ont joué ce jeu parfois, ont essayé de justifier des alliances ou bien un soutien à des dictateurs parce qu'ils disaient que l'alternative c'est soit le chaos, soit les islamistes. Maintenant, cela est presque fini. On peut voir des islamistes gagner dans les élections. On peut voir un débat politique autour de la place de l'islam dans la société et dans l'État. Mais je pense que cette peur et cette obsession qui a longtemps dominé est en train de finir. D'ailleurs, je ne crois pas que ni en Égypte ni en Tunisie, même les laïcs et même les démocrates qui veulent défendre une expérience qui sépare les pratiques religieuses directement de ce qui est le champ politique, n'ont pas la même peur que certains l'ont à l'étranger. Tout ça, bien sûr, reste des hypothèses. On va voir avec le temps et avec les élections et avec le déroulement de la vie politique comment les choses ont évolué. J'ai, pour un premier tour, voulu donc avancer ces propos-là et je vous remercie. Merci Ziad. Je passe la parole à Olivier Roy. Je veux seulement souligner deux aspects de l'intervention de Ziad, c'est-à-dire le rôle de la grande ville d'un côté, le rôle des petites villes, ou même des zones rurales de l'autre côté, que c'est peut-être une division dans quelques situations, peut-être pas en Syrie. Et de l'autre côté, là, le rôle des forces qui se disent islamiques ou islamistes. C'est peut-être un argument que Olivier peut traiter aussi. Merci. Merci beaucoup. Oui, je partirai de ce que Ziad vient de dire. La vision qu'on a eue pendant 30 ans du Moyen-Orient dans son ensemble, c'était soit des dictatures plus ou moins bien élevés, soit des islamistes plus ou moins radicaux. Or, le printemps arabe a ouvert une autre voie. Ce qui fait que beaucoup de gens se demandent très sincèrement, est-ce que c'est pas une illusion? Est-ce qu'on va pas avoir le retour des islamistes grâce aux élections, ou bien le maintien des dictatures grâce à la répression militaire? Et je dirais que beaucoup de gens souhaitent que cette parenthèse se referme.
Si vous prenez par exemple les mouvements populistes en Europe, pour eux, le printemps arabe ne doit pas exister. Parce que ça voudrait dire que l'islam est compatible avec la démocratie, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de clash des civilisations. Alors, M. Geert Wilders, par exemple, le leader populiste hollandais, a déclaré « il n'y a pas de printemps arabe ». M. Newt Gingrich, un des candidats républicains à l'élection présidentielle américaine, a dit récemment « le printemps arabe est une illusion ». Et les enjeux, vous voyez, sont très très importants. C'est pas seulement la question du régime politique des pays arabes, mais c'est aussi toute la question des relations entre le monde arabe et l'Occident, toute la question de la place des musulmans et de l'islam dans les sociétés occidentales qui est en jeu. C'est aussi l'enjeu de la liberté religieuse dans les pays arabes, le statut des chrétiens d'Orient par exemple. Donc c'est extrêmement important. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Nous suivons les événements et, comme toujours, nous n'avons pas le recul nécessaire. Tout ça, ça date d'il y a quelques mois. Mais je crois qu'il y a 3 choses qui ont fondamentalement changé et qui font que ce qui s'est passé est irréversible, même si, à un certain moment, on peut avoir des retours des partis de l'ordre, quelle que soit d'ailleurs la base de ces partis, islamiques, militaires, monarchiques, bon, mais des partis contre-révolutionnaires, des gouvernements contre-révolutionnaires. C'est très possible. Mais il y a quelque chose qui a changé fondamentalement. 3 éléments à mon avis. Le premier, c'est ce que Ziad a dit. C'est une nouvelle génération. Et cette génération, elle est nouvelle pour beaucoup de raisons. D'abord, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il y a dans le monde arabe une chute de la natalité, une chute du taux de fertilité. Les Tunisiens font moins d'enfants que les Français aujourd'hui. Et ça a des conséquences. Ça veut dire que la génération d'aujourd'hui qui est dans les rues est la dernière génération nombreuse, mais que c'est une génération qui se marie beaucoup plus tard, qui fait moins d'enfants, et où il y a une plus grande égalité sociologique entre hommes et femmes. Et on le voit d'ailleurs dans la participation des femmes aux manifestations. C'est une génération qui est éduquée. Et, sauf quelques exceptions, éduquée, je dirais 50-50. Dans les universités, vous trouvez autant de femmes que d'hommes, presque partout. Bon. C'est une génération qui comprend les langues étrangères et qui les pratique éventuellement. C'est une génération connectée, branchée, et qui est c'est-à-dire qui sait qu'elle est plus moderne que la génération de leurs parents. C'est une génération qui, sans le dire forcément, considère que la génération des parents, c'est un peu des losers. C'est-à-dire que la génération post-coloniale n'a pas su, finalement, faire quelque chose de la chute du colonialisme. Vous avez cette espèce de ressentiment qui est pas toujours exprimé, mais qui est pas loin ici. Donc c'est une génération qui n'est pas dans des structures mentales patriarcales. Et sociologiquement aussi. Ils sont beaucoup plus dans des structures de cellules, de familles cellulaires, par exemple, que de grandes familles, comme ça pouvait l'être autrefois. Ils sont plus urbains, plus individualistes. Et ça, c'est important. Donc, tout le discours du grand chef charismatique, tout l'appel à un nous collectif, les musulmans, les arabes, contre l'Occident, ça ne marche plus. Ils sont pas dans le nous, ils sont dans le je. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très très important. Donc, le deuxième effet, c'est la disparition de formes de culture politique qui ont dominé pendant 30 ans, 40 ans le monde arabe. La culture holistique, la culture essentialiste, du panarabisme, du panislamisme, encore une fois du leader charismatique, etc. Cette culture politique, elle est finie. On veut de la bonne gouvernance, on veut des hommes politiques responsables, on veut des élections, on veut de la transparence. On n'est pas prêt à se fier à un leader charismatique, même révolutionnaire. C'est la première révolution où il n'y a pas de leader charismatique. Les chefs de file de cette révolution sont des gens normaux, ce qui parfois nous déçoit. On aimerait bien des grandes figures charismatiques qu'on pourrait adorer ou détester, c'est notre affaire. Ben non. Ce sont des gens qui sont normaux, qui se réclament de leur normalité, parce qu'ils veulent un pays normal, une société normale, une vie politique normale. Bon. Alors évidemment, cette normalité n'est pas forcément très mobilisatrice sur le plan politique, ce qui fait que ces mouvements-là ne vont pas forcément réussir leur percée aux élections.
On va avoir des parlements beaucoup plus conservateurs, je suppose, hein, quelle que soit l'origine des gens. Alors là, la dernière question, c'est justement cette question de l'islam et de l'islamisme. On se dit, mais c'est curieux, ce mouvement démocratique qui ne se réclame pas de l'islam est apparu après 30 années d'apparente réislamisation des sociétés arabes. Bon, pour les gens comme moi qui ont été dans le Moyen-Orient il y a 40 ans, hein, la réislamisation était évidente. Nombre de femmes voilées, nombre de mosquées sonores, hein, les haut-parleurs avec les prières, etc. Bon, l'importance politique de l'islam, je reviens pas là-dessus, hein, vous êtes au courant de ça. Et on se dit, mais comment c'est possible? Comment cette montée de l'islam peut aller avec une montée de la demande de démocratie? Eh bien, parce que le champ religieux est un champ qui s'est diversifié. Hein. C'est-à-dire que la montée de l'islam n'est pas la montée des idéologies. Les idéologies islamistes sont en crise, comme les autres. Hein. On a chez ces jeunes de nouvelles formes de religiosité. Donc les gens sont croyants, se disent croyants, mais ils le sont sur un mode individualiste, sur le mode de « c'est mon choix hein », ce que disent les jeunes filles qui reprennent le voile, « c'est mon choix ». Elles disent pas « c'est l'islam », elles disent pas « c'est ma mère qui m'a demandé ». Non, elles disent « c'est mon choix », voilà. Moi j'ai décidé de porter le voile, ma voisine ne porte pas le voile, c'est son choix. Donc les formes de religiosité contemporaines sont des formes beaucoup plus individualisées et qui vont de pair justement avec une diversification de la société et une demande de respecter cette diversité, y compris sur le plan religieux. C'est comme ça qu'en Égypte, on a pu voir des jeunes filles voilées manifester pour protéger les églises chrétiennes, attaquées par des extrémistes, des salafis, qui eux ne veulent pas la diversification du champ religieux. Mais plus personne aujourd'hui n'a le monopole de l'islam dans le monde arabe et le monde musulman en général. Ni les partis islamistes, et ils le savent, Rachid Ghanouchi a été très clair en Tunisie, ni les oulémas officiels, qui sont déconsidérés parce qu'ils ont été nommés par les régimes autoritaires, ni même les nouveaux entrepreneurs religieux, hein, les petits imams ou les prédicateurs qui maintenant occupent tout ce champ religieux. Ils n'ont pas le monopole. Alors, tout ça pour dire que il ne faut pas penser le passage à la démocratie en termes de sécularisation de la société. Et même historiquement, en Europe, en Occident, c'est pas vrai. La démocratie américaine ne s'est pas fondée sur la sécularisation de la société américaine. Pas du tout. Hein. Elle s'est fondée sur l'acceptation de l'autonomie du champ politique. Où on ne vient pas dans le champ politique en tant qu'église, en tant que communauté de foi. Bon. Mais la société américaine est restée une société très religieuse. À part la Tunisie, où là on a un petit mouvement laïque à la française, dans les autres pays arabes, il y a un consensus en disant l'islam est incontournable. Mais on voit cet islam beaucoup plus en termes d'identité, en termes de culture nationale, qu'en termes de charia, qu'en termes de loi religieuse. Et je crois que c'est ça qu'il faut regarder de près. Alors bien entendu, on va voir apparaître un espèce de lobby religieux, de gens qui n'ont en commun que la demande qui est du religieux sur la scène publique. Les frères musulmans, les salafis en Égypte, puis probablement d'autres acteurs, vont dire « Ah oui, mais il faut de l'islam. Hein. On est un pays islamique. » Et ils vont, à mon avis, se comporter un petit peu comme les évangéliques américains le font aux États-Unis, ou comme parfois l'Église catholique le fait. On se concentre sur un thème. L'Église catholique, c'est par exemple l'avortement, pour les évangéliques américains. Alors on va se concentrer sur un thème, le voile par exemple, hein, ou le statut de la femme. Donc tout ça va tourner énormément sur la question de la femme. Et puis on va essayer de défendre ce thème, mais on n'a rien à dire sur le reste de la société. Les islamistes n'ont rien à dire sur l'économie. Ils n'ont rien à dire sur la vie sociale. Ils n'ont rien à dire sur les institutions. Et donc ils peuvent très bien faire du lobbying religieux, au sens où des mouvements religieux l'ont fait en Occident, tout en s'installant dans un espace parlementaire où on admet la réversibilité des élections, le choix des dirigeants, etc. Sur un modèle qui est un petit peu, aujourd'hui, le modèle de la Turquie, une fois que l'armée est rentrée dans ses casernes. Ce qui fait que je reste optimiste, mais je dis il faut éviter les faux problèmes et se dire « oulala, sans sécularisation, il n'y aura pas de démocratie ». Ce sont deux tendances qui ne sont pas automatiquement connectées. Elles peuvent aller ensemble, elles peuvent diverger, ça n'est pas ça l'enjeu.
Bon, on peut dire un peu une blague, c'est-à-dire qu'un orientaliste comme Olivier Roy a déconstruit l'orientalisme. Alors ça c'est très bien. Nous sommes partis avec un petit retard. Je voudrais demander 5 minutes pour réagir peut-être aux interventions des autres avant de donner la parole au public. Sandre. Olivier Roy, il a écrit il y a longtemps, l'islam politique est en échec. Je crois que moi-même j'habite en Égypte et j'ai beaucoup côtoyé depuis quelques années parce que j'ai travaillé pas mal dessus les frères musulmans et aussi d'autres islamistes. Et c'est étonnant ce qu'on voit en Égypte aujourd'hui sur la scène politique islamiste, parce que il y a les frères musulmans qui étaient toujours la partie la plus visible et la plus partisane, disons, du mouvement, mais qui aujourd'hui, quand il n'y a plus de répression, les frères musulmans sont divisés en au moins 5 tendances. Il y a les salafistes qui sont des intégristes qui appellent à un style de vie qui imiterait celui des compagnons du prophète. Le nom salafi vient de ça. On fait émergence sur la scène politique et tout le monde cherche à les comprendre. Les mouvements soufis qui étaient pendant longtemps dans la plupart de ces pays plutôt qui soutenaient les régimes. Ils étaient conservateurs au sens politique, autant qu'au sens moral et religieux. Refont surface aussi pour contrer le salafisme, entre autres. Et il y a ces nouvelles expérimentations dans le champ islamiste qu'on voit en Égypte comme le mouvement Wassat. Il y a ce qu'on appelle l'islamisme de gauche, qui essaie justement de trouver une réponse à ces questions très importantes qu'on pose aux islamistes. Arrêtez de nous parler des femmes voilées, de l'alcool, etc. Quelle est votre position sur le SMIC, le salaire minimum? Quelle est votre position sur sur la loi du travail, sur toutes ces questions sociales? Et la chose qui m'inquiète, c'est que je trouve que contrairement, par exemple, au travail qui a été fait en Turquie, au travail qui a été fait par Rachid Ghannouchi et d'autres membres du mouvement Nahda dans leur exil, et même au Maroc avec dans plusieurs tendances islamistes, en Égypte, par exemple, le travail intellectuel n'a pas été fait. Et aujourd'hui, la force intellectuelle la plus forte dans le courant islamiste, c'est les salafistes. Parce que les salafistes ont une production culturelle très très importante. Alors que les frères musulmans ne produisent pas grand-chose. Et n'ont pas produit grand-chose, sans doute, depuis les années 70. Donc, on ne sait pas encore ce que ça va être, l'islamisme une fois que, par exemple, en Égypte, ce régime va stabiliser, on ne sait pas encore ce que ça va être. L'islamisme qui sera en vogue en Libye, du post-groupe islamiste libyen, qui était à une tendance plutôt djihadiste. Aujourd'hui, je pense qu'il ne peut plus être djihadiste. Mais alors, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il va devenir salafiste? Est-ce qu'il va devenir... je crois qu'il y a des nouvelles formes d'islamisme, un nouveau pensée islamiste qui est en train de se faire, qui a besoin d'être fait. Et c'est un travail... intellectuel surtout qui manque, parce que l'organisation ils l'ont, et tant que le débat est sur des questions identitaires, comme la question de l'alcool, la question des femmes, la question du droit de famille, la question toutes ces questions-là, ils sont dans leur zone de confort. Ils peuvent toujours gagner les élections et les débats quand ils peuvent dire oui, mais ça c'est pas musulman et moi je défends l'islam. Ceci dit, les questions d'actualité, les questions importantes sont, je suis entièrement d'accord avec Olivier Roy, sont des questions de gouvernance, sont des questions sociales, sont des questions de comment réparer l'État dans des pays où l'État est en faillite. Et je pense que ce sera en partie
les mouvements libéraux et les mouvements de gauche, que ce soit socialistes ou radicaux, qui vont les pousser à faire ça. Et cette crise aujourd'hui, moi je l'ai vu parce que je connais pas mal de jeunes islamistes égyptiens qui ont quitté par exemple les frères musulmans à cause de leur expérience depuis 2005, le début des mouvements de protestation contre Moubarak, et qui ont vu que les socialistes, les libéraux et autres les ont défendus. Et ils se sont dit, mais alors ces gens, c'est pas nos ennemis, on nous raconte n'importe quoi. C'est pas des gens qui collaborent avec le régime contre nous. Ce qui a été vrai d'une certaine partie, surtout de la classe sociale supérieure, soi-disant libérale, qui a soutenu le régime. Je crois, en Tunisie, il y a encore un grand travail de réconciliation entre libéraux, socialistes et islamistes qui est à faire. Et les gens du mouvement Nahda se rappellent des gens comme Najib Chebbi ou de la gauche tunisienne qui ont soutenu le régime Ben Ali pour la répression islamiste. Donc je crois que c'est aussi important de parler du fait qu'il y avait une collaboration des soi-disant libéraux et des régimes contre les islamistes pendant un moment. Et je crois qu'il y a un travail de réconciliation à faire sur ces questions, parce que les islamistes ne sont pas seulement des méchants, ils ont aussi beaucoup souffert. Sì, Sandra, ils ont a fait quelques allusions, disons, au choix de type social, socio-économique, qui sont maintenant décidés dans le futur des pays arabes. La crise globale a affecté même les pays arabes, j'imagine, en termes d'unemployment, d'autres problèmes sociaux. Alors, peut-être c'est un thème qu'on peut soulever dans la dernière intervention. Okay. Je pense premièrement qu'il n'y a pas un seul pays arabe qui n'a pas été affecté par cette vague qu'on a appelée le printemps arabe, y compris les monarchies du Golfe. Quand on voit aujourd'hui que finalement le roi saoudien décide d'autoriser aux femmes de voter et de se présenter aux élections en 2014, c'est qu'il essaye de neutraliser une partie de la société qui devient de plus en plus éduquée, de plus en plus demandante de droits et de place dans la société. Bien sûr, il y a plein d'obstacles parce que il y a eu cette décision-là, mais la femme saoudienne ne peut toujours pas conduire, ne peut toujours pas sortir sans permission. Donc, même si elle est candidate et elle veut voter, s'il n'y a personne pour l'amener aux urnes, elle pourra rien faire. Ce qui fait qu'il doit y avoir des législations, des débats concernant cette question-là, qui vont animer beaucoup de choses. Et là, je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'aujourd'hui, la vraie question que l'islam politique, dans toutes ses formes, pose dans la région, c'est tout ce qui est autour du code de la famille et du rôle des femmes. Parce que sinon, ni au niveau de la gestion municipale, ni au niveau des politiques financières, ni au niveau de la question du chômage, ni de la politique étrangère, ni des accords, ni des conventions, ils n'ont rien de différent à présenter que ce qui existe ou ce qui peut exister dans d'autres partis qui préfèrent s'appeler civils pour éviter parfois dans certains pays le mot laïque ou laïque. Donc c'est cette question-là qui va être très importante. Et je pense encore une fois qu'un des défis, ça va être la question, ou bien la cause des femmes et la participation des femmes et leur place dans les sociétés post-révolution ou post-changement. Dans d'autres pays, la question bien sûr laïque ou civile ou musulmane va se poser aussi très importante et va occuper des débats. La question du rôle de l'armée et des forces de sécurité dans le politique, dans la gestion du politique, dans la société. Ils sont parfois des entrepreneurs économiques, ils sont des acteurs politiques, ils décident de beaucoup d'enjeux. Cela aussi va être posé. La question de la politique étrangère, quelle sorte de politique étrangère, bien que ce qui a poussé les gens à manifester, à descendre dans les rues, n'était pas les choix de politique étrangère de leur gouvernement, c'était plus les questions de liberté, de dignité, de sentiment d'absence d'injustice sociale. Mais certainement, là, les questions de politique étrangère vont de plus en plus se poser. En Égypte, on voit aujourd'hui la colère contre l'ambassade d'Israël. Après la mort de plusieurs soldats sur la frontière, il y a eu aussi une vague de colère. Donc, tout cela va se poser de nouveau. Et dans d'autres pays,
vous avez parlé tout à l'heure de la Jordanie comme étant vraiment comme le Maroc dans sa structure. Il y a cette tentative d'absorber une colère à travers soit des ouvertures, soit des réformes, soit des législations qui vont permettre certains processus. Tout cela est à voir, c'est un vrai chantier, un vrai laboratoire. Les questions de chômage, les problèmes économiques, les crises mondiales ont des conséquences aussi. Mais je crois, pour l'instant au moins, que c'est le champ politique qui attire beaucoup plus les attentions et qui lance les énergies et les demandes de changement que les questions purement économiques ou socio-économiques. Il y a aussi les impasses, comme au Yémen, où les choses ne semblent pas avancer. Les différents fronts d'opposition n'arrivent pas encore à élaborer un plan politique. Saleh a toujours quelques soutiens dans plusieurs zones tribales. Il y a la mémoire de la guerre de sécession, il y a l'usage et la manipulation de la question de Al-Qaïda dans certaines muhafaza ou dans certaines régions qui fait qu'il y a une impasse politique. En Libye, on va tous voir comment la gestion du pays va se faire suite à la guerre civile, entre guillemets, révolutionnaire, on peut le dire aussi, et l'intervention de l'OTAN, bien sûr, qui a fait basculer les choses militairement. Reste la Syrie où il y a énormément de difficultés pour finir avec le règne de ce régime, mais en aucun cas on peut penser que le régime syrien va rester tel qu'il est au pouvoir dans quelques mois. Que ce soit la détermination des manifestants, la mobilisation qui n'a pas encore diminué malgré les dizaines de milliers de morts, de blessés, de détenus et de réfugiés qui sont partis en Jordanie, au Liban ou en Turquie. Tout cela va créer une nouvelle région, j'en suis convaincu. Comment elle va être, là, chacun, bien sûr, aura ses souhaits et ses lectures. Et là, je vais terminer avec ce point-là. On a eu l'impression pendant des années et des années que c'était la jeunesse palestinienne qui inspire les jeunesses arabes, vu bien sûr la cause palestinienne et son influence sur les opinions publiques de la région. Il y a maintenant une certaine impression que des amis palestiniens communiquent que les jeunesses arabes qui se sont révoltées contre l'injustice pour leur dignité et pour leur liberté sont en train d'influencer la nouvelle jeunesse palestinienne qui souhaite se soulever pacifiquement contre l'occupation, contre les divisions internes palestiniennes et contre toutes sortes d'injustices. Cela peut être un moment très intéressant sur plusieurs niveaux et le rôle de la communauté internationale, de l'Occident, à essayer de changer un peu la politique de deux poids, deux mesures, à essayer de diminuer un peu les peurs et les généralisations qui ont été pendant très longtemps adoptées. De même que de l'autre côté, bien sûr, éviter les clichés qu'on a dans le monde arabe sur l'Occident, sur les injustices, sur les complots. Tout cela peut créer des rapports plus sains. Ils ne vont pas trouver peut-être des solutions à tous les défis et à tous les conflits, mais au moins de trouver des moyens pour pouvoir échanger et pour pouvoir faire évoluer les choses d'une manière moins conflictuelle et moins catastrophique. Merci. Oui, je voudrais juste reprendre deux points qui me paraissent effectivement très importants. Un, la question de la gauche. En fait, la gauche des pays arabes, sur la question de l'islam, un peu fait comme la gauche occidentale européenne. Il y a ceux qui disent que le problème majeur, c'est effectivement la défense de la laïcité. Et ceux-là sont prêts à s'allier avec des régimes autoritaires, et en France, avec le Front National, par exemple. On a ce cas de plus en plus fréquent maintenant, de gens de gauche qui rejoignent des mouvements qui sont des mouvements autoritaires au nom de la défense de la laïcité. Alors ça, on l'a eu en Tunisie, on l'a eu en Algérie. Mais une autre gauche, qui est la gauche qui insiste sur les mouvements sociaux, sur les conflits du travail, etc. Et cette gauche-là, qu'on avait enterrée un peu vite, on la voit maintenant, on voit qu'elle était toujours là. Ce sont essentiellement les syndicats. Mais les syndicats ont joué un rôle au Maroc. Ils ont joué un rôle en Tunisie. Ils jouent un rôle en Égypte aussi. Et eux, ils sont au cœur des conflits sociaux. Et comme ça a été dit par mes deux collègues, les islamistes ont abandonné les mouvements sociaux. C'est pas comme il y a 30 ans, quand les islamistes encourageaient des grèves, des manifestations, etc. Aujourd'hui, en Égypte, les frères musulmans se sont embourgeoisés.
Quand il y a un conflit de terre entre des métayers et un propriétaire foncier, ben, il y a plus de chances que le propriétaire soit du côté des frères musulmans que les métayers. Et donc, du coup, les métayers, qui peuvent être des musulmans très pratiquants, vont plutôt s'appuyer sur les syndicats ou sur ce qui reste des syndicats. Donc la question sociale reste ouverte, et là, il y a effectivement une chance pour des mouvements de gauche de revenir sur la scène politique, à condition de ne pas mettre la laïcité comme la priorité du combat de la gauche. Et ça, c'est une leçon aussi, je crois, pour d'autres gauches. Le deuxième point, c'est effectivement que ces mouvements-là, les mouvements de protestation, ont été patriotiques plus que nationalistes. Ils visaient les régimes, ils voulaient un changement à l'intérieur de leur pays, et ils n'étaient pas branchés sur des grandes solidarités ou sur des grands militantismes internationaux. Bon. Mais la géopolitique finit par rattraper tout le monde. C'est-à-dire, bon, un changement de régime en Syrie, ça bouleverse les équilibres géostratégiques. Et ça fait peur à tout le monde. Ça fait peur aux Israéliens, qui pourtant n'ont jamais aimé la famille al-Assad, mais ils ont extrêmement peur du renversement du régime, parce que le régime, ils le connaissent. Puis ils le tiennent d'une certaine manière. Les Iraniens, évidemment, ont très peur de la disparition du régime aussi, parce que la Syrie, c'est un petit peu l'autoroute iranienne vers le monde arabe. Les Turcs, au début, ont eu peur du changement de régime aussi, parce qu'ils avaient commencé à avoir de bonnes relations avec Bachar al-Assad. Mais les Turcs ont brusquement décidé de changer de camp et de soutenir l'opposition. Je n'exclus pas, moi, à un moment donné, une intervention militaire turque en Syrie. On ne sait pas. On ne peut pas l'exclure. Et alors là, vous imaginez tout de suite toutes les conséquences sur les équilibres géostratégiques. Et là, si la géostratégie impose sa logique, alors là, les idéologies vont revenir, ou en tout cas les radicaux. Les islamistes vont à nouveau avoir le slogan de combattre contre, alors ça peut être le sionisme, ça peut être les infidèles chiites, ça peut être les croisés, ça peut être les Turcs ottomans, ça peut être, bon, ils trouveront ce qu'il faut. On a le retour du facteur géostratégique va radicaliser les tensions dans chaque pays. Et c'est pourquoi il faut être très prudent quand on se lance effectivement dans une expédition. En Libye, les Européens ont eu beaucoup de chance. Ça aurait pu tourner très mal. Et en Syrie, en ce moment, une partie de l'opposition syrienne appelle à une intervention étrangère. Bon, le seul pays qui est techniquement capable de la faire, à part les États-Unis, c'est la Turquie. Si ça se passe, on rentre après dans une logique que personne ne maîtrise. Merci, je remercie beaucoup les orateurs. Maintenant, nous avons une demi-heure pour l'intervention du public. Andremo a decidere se fare risposta per domanda oppure raccogliere le domande. Intanto incominciamo con i primi candidati. Dico subito che non sono in grado di vedere la sala perché sono accecato dalle lampade, quindi qualcun altro deve individuare il possibile speaker dal pubblico. Salve. Abbiamo parlato di queste rivoluzioni e anche le ripercussioni che possono provocare, per esempio, nel conflitto israelo-palestinese. Francese o italiano? No, va bene in italiano. Puoi fare la domanda in italiano così gli interpreti. Però volevo sapere sulla questione del Sahara occidentale, non se ne parla mai. Ben prima dell'Egitto, della rivoluzione in Egitto, in ottobre 2010 25.000 Sharawi hanno costruito un campo profughi fuori dalla città occupata di El Ayoun per ribadire il fatto che si rifiutano di vivere in un territorio occupato, secondo loro insomma dallo Stato marocchino, e il campo è stato attaccato dall'esercito marocchino, sono morte 28 persone, 150 attivisti arrestati, almeno altrettanti risultano i dispersi, i feriti sono incalcolabili, il numero non si conosce. Come mai non se ne parla mai di questo fatto che comunque è accaduto addirittura prima di tutte le altre rivoluzioni? E cosa accadrebbe, cosa ne pensano i movimenti rivoluzionari di oggi dei paesi arabi e cosa succederebbe
se ci fosse una rivoluzione in Marocco, si riuscirebbe a risolvere la questione o risulterebbe sempre, insomma, tacita e non discussa? Grazie. Allora, io penso che questa questione molto specifica potresti forse, Sandra, rispondere a un... Oui, sans soulever l'entier problème parce que c'est très complexe. Alors, oui, bon, d'abord, je ne pense pas que malheureusement que le conflit du Sahara occidental sera résolu demain. C'est un conflit qui réside, c'est un conflit qui est entre l'Algérie et le Maroc de première part et bon, dont le Polisario est un acteur qui n'a pas vraiment le contrôle total de ses propres actions puisqu'il dépend notamment de l'Algérie. Deuxièmement, je voudrais quand même corriger un peu ce que vous avez dit sur ce qui s'est passé avec Demezik, le campement en dehors de Ayoun, et ce qui s'est passé avec Demezik est très important. Et je crois que ça faisait partie d'une succession de soulèvements sociaux qui s'est passé à travers le territoire marocain ou contrôlé par le Maroc, comme vous préférez. Avant avec Demezik, il y a eu Sidi Ifni. Avant, il y a eu des soulèvements il y a quelques années à Marrakech. Il y en a eu depuis à Tanger et autre part. Avec Demezik, quand ça commençait, quand même, c'était des questions socio-économiques. C'était pas dominé par la question sahraoui ou pas dominé par les militants du Polisario. Je vous rappelle quand même que enfin, de moi, ce que j'ai entendu, j'étais à Ayoun en septembre, j'ai parlé à beaucoup de Sahraouis, dont Aminatou Haider et d'autres grandes figures du mouvement séparatiste. Bon, la question de l'indépendance leur est chère, certes, mais il y a aussi autre chose qui se passe au Sahara occidental aujourd'hui, et c'est la même chose qu'on voit au Maroc, dans d'autres parties du Maroc, c'est-à-dire un mouvement de revendication sociale. Et Demezik, les tentes qui sont formées, c'était des questions de travail, des questions économiques, des questions de corruption locale, contre l'élite sahraoui qui est contrôlée par le régime marocain. C'est-à-dire les élus, etc. Il n'y avait pas seulement la question séparatiste. Donc je ne crois pas que ce soit juste de transformer ça juste en question sahraoui. Ok, merci. Altre domande? Microfono. Ah, ce l'hai già in mano, ok. Vai. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. Je trouve que c'est extrêmement vivifiant et stimulant de vous écouter. Et en fait, ce qui me vient à l'esprit, c'est que j'aimerais vous avoir tous les quatre à la maison, vous préparer un couscous pour vous écouter toute la soirée. Mais en fait, ma question serait sur l'Algérie, parce que je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'Algérie pendant tout ce printemps arabe. Moi, j'ai l'impression que moi, je suis algérienne. J'ai l'impression que nous sommes dans un hiver éternel plus que dans un printemps. Et alors, sans vous demander de sortir vos boules de cristal, parce que comme vous avez dit, il faut observer ce qui se passe. C'est un processus qui est en cours. Mais qu'est-ce que vous excluez et qu'est-ce que vous n'excluez pas dans les prochains mois ou prochaines années pour l'Algérie? Est-ce que cette chape de plomb qui est sur ce pays depuis 1962 a des chances de bouger selon vous? Merci. Vous voyez, il n'y a pas de volontaire pour répondre, donc c'est que la question est vraiment difficile. Bon, les phénomènes, enfin les tendances sont les mêmes. L'Algérie n'est pas un pays à part. Il suffit de discuter avec les Algériens et toute la demande de bonne gouvernance, de démocratie, de rejet de la kleptocratie dirigeante, elle est absolument partagée. Hein. Simplement, la question c'est qu'est-ce qu'on fait, hein. Et l'Algérie sort quand même de 10 années terribles, hein, les années 90.
Et donc il y a cette idée que la transition ne pourra pas être pacifique, et on n'a pas envie de recommencer cette guerre civile. Et en même temps, il va forcément se passer des choses, parce que le régime ne tire absolument pas les leçons du printemps arabe. Le régime a cru s'en sortir en mettant la manne pétrolière d'un seul coup sur le marché. Alors, on sort des milliards de dollars, qu'on avait, bien sûr, et on crée des logements, on crée des autoroutes, et surtout, on augmente les salaires. Bon. Je suis pas économiste, mais il y a une chose qui est quand même basique dans l'économie. Si vous injectez brutalement des liquidités énormes dans une économie, vous créez une inflation. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc tous les fonctionnaires qui ont vu leur salaire doubler il y a quelques mois se retrouvent maintenant avec le prix de la tomate qui a doublé, le prix des appartements qui a doublé. Tout a doublé de prix, mécaniquement, forcément. Et donc je crois qu'à un moment donné, l'exaspération va monter, parce que les gens vont dire on se fiche de nous. Et le régime est incapable apparemment de prendre de décision. Parce que justement il y a plusieurs centres de pouvoir, parce qu'il y a des équilibres internes, parce que c'est une génération vieillissante, c'est une génération qui n'a pas préparé sa succession, contrairement en Égypte. Ailleurs, ils avaient préparé leur succession, plus ou moins bien. Mais tandis que les fils de l'aristocratie, si je peux dire algérienne, ils sont aux États-Unis, ils sont en Angleterre, en France, oui, ils sont dans les affaires, ils sont pas idiots, ils n'ont aucune envie de remplacer leur papa ou leur grand-père. Donc on a un vide politique sidérant, on a une montée de l'exaspération, et en même temps, c'est pas ce qui va se passer. Ça peut durer, ça peut exploser, ça peut aussi, on peut avoir une espèce de série de mini-explosions locales. Parce qu'il y a beaucoup de manifestations en Algérie. Il y a beaucoup de manifestations. Elles sont locales, sectorielles, locales. On n'est pas content sur telle chose, sur les transports, sur l'eau, sur le maire, sur le comportement de la police. Bon. Mais tout le monde est au courant, l'information circule. Mais on ne passe pas à l'étape d'au-dessus, parce que je crois qu'on a peur. Et voilà, on a peur du sang. Grazie. Magari raccogliamo un paio di domande ancora, abbiamo ancora un po' di tempo. Posso? Io non ti vedo. Vista la lucidità con cui ci avete esposto così il quadro di diversi scenari dell'Africa del Nord e Medio Oriente, una domanda precisa. Perché non si riesce a dare una risposta a quello che è stato il primo intervento che ha sollecitato una richiesta estremamente precisa? Io non so quanti di noi siano a conoscenza semplicemente del problema del Sahara occidentale. Viene posta una domanda, il Sahara occidentale, faceva riferimento alla persona che è intervenuta prima, la prima manifestazione di un anno fa con le stesse caratteristiche che poi sono state recepite dagli altri movimenti. Movimento pacifico, su basi economiche, su basi sociali. Da lì poi sono partiti gli altri. Quindi non si tratta di rivendicare nel ruolo del Polisario, non si tratta di rivendicare delle posizioni politiche specifiche. Era una domanda, mi sembrerebbe un'occasione veramente importante e da non perdere quella di avere una risposta su questo. Secondo me non è accettabile. Chiedo scusa di fare questo appunto, ma ho sentito in quella che è stata una risposta un'aderenza quasi totale in quella che è la versione e la posizione del Marocco. È difficile, è complicato, è una sofferenza, può essere complicato per noi italiani affrontarlo, ma va affrontato. Questa è una sede che non può meritarsi una non risposta. No, dal punto di vista metodologico non sono d'accordo, perché una risposta che secondo un'interpretazione forse un po' riduttiva si allinea sulla posizione del Marocco è una risposta, nel senso che è sembrato di capire che l'elemento secessionista, indipendentista o nazionalitario, secondo la risposta, passato in secondo piano rispetto a una rivendicazione sociale. Questa è una risposta netta e chiara che prende posizione.
Comunque Ziad vuole aggiungere qualcosa e quindi do la parola a Ziad. Yann, Naturalmente Sandro vuole aggiungere qualcosa. Je ne prétends pas du tout être expert de la question du Sahara occidental et du conflit. Je le suis, mais je suis ce qui se passe, mais j'ai pas des réponses vraiment claires à donner. Par contre, je suis pour le droit d'autodétermination de tout peuple, y compris le peuple du Sahara occidental, y compris les Kurdes. Et je suis aussi comme je l'ai été avec les gens du sud du Soudan qui ont souhaité se séparer. C'est une question de droits de l'homme. Tout peuple qui se crée une identité et qui croit à cette identité, qui considère qu'il n'est pas satisfait par l'état des choses, a le droit de revendiquer son indépendance ou une forme de gouvernement qui lui plaît. Maintenant, si avec une décentralisation au Maroc, comme essaye de le faire le pouvoir, je ne sais pas s'il va réussir, ou bien si c'est sérieux ou pas, ou bien avec une autre forme fédérale, ou bien avec une indépendance, c'est aux habitants du Sahara, aux gens du Sahara et aux Marocains de le décider, mais je suis certainement pour le droit d'autodétermination. Alors je voudrais juste ajouter quelque chose que j'aurais voulu dire tout à l'heure, c'est que je ne veux pas être complètement cynique, mais c'est juste que je ne vois pas d'occasion, malheureusement, pour résoudre le conflit du Sahara aujourd'hui. Il y a vraiment un deadlock stratégique qui fait que bon, depuis des décennies aujourd'hui, que c'est très difficile à résoudre. Ceci dit, ce que je peux dire en tant que moi-même citoyen marocain, c'est que je crois qu'il y a une grande réflexion qui est en train de se faire. Et moi-même, ayant visité le Sahara, j'ai eu honte de ce que mon pays a fait dans à ce peuple, a fait aux gens, aux militants qui ont été emprisonnés comme Ahmed Haidar, qui ont été maltraités, torturés, qui ont disparu. C'est une grande honte nationale pour le Maroc. Et je comprends complètement les sentiments que les Sahraouis peuvent avoir à l'égard de la monarchie marocaine ou à l'égard même des Marocains. J'espère, par contre, que le mouvement démocratique au Maroc est en train de faire évoluer les choses sur la façon dont les Marocains perçoivent le problème du Sahara. Et je pense que la solution doit passer à travers la démocratisation certainement du Maroc. Donc que ça aille vers la solution de l'autodétermination, qui est la solution légale internationalement, ou que ce soit à travers une solution négociée de décentralisation, d'autonomie partielle. La proposition marocaine n'est pas crédible aujourd'hui parce que le Maroc n'est pas une démocratie. Donc de donner une autonomie dans un cadre non démocratique, ça ne veut rien dire. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de solution. Mais bon, je pense aussi que la démocratisation est nécessaire en Algérie, au Polisario aussi. On ne sait pas aujourd'hui qui sont, et c'est pour ça qu'il y a une crise. Moi, c'est ce que j'ai entendu en visitant le Sahara et en parlant à des amis sahraouis, c'est qu'il y a une crise de leadership. Oui, le Polisario est reconnu comme ayant le statut de représentant du peuple sahraoui, mais il y a des divisions, je crois, parmi surtout les jeunes sahraouis, de plus en plus aujourd'hui. Donc je ne suis pas sûr qui les représente. Allora, io non voglio intervenire alla questione del Sahara, è stato citato anche il Sud Sudan e i curdi. Personalmente, così butto un sasso, come si spiega che il sistema a livello mondiale molto rigido nell'opporsi al diritto di autodeterminazione, persino il nostro Presidente della Repubblica pensa che sia fuori dalla storia mettere in discussione i risultati storici, eccetera, nel nord del mondo, e gli stati del sud del mondo sono così vulnerabili anche a possibili forme di frammentazione e secessione, con riferimenti ad argomenti alcune volte forti, alcune volte deboli. Non dimentichiamo che c'è una contraddizione intrinseca: la risoluzione di complessità dei problemi dei paesi del sud viene affrontata moltiplicando il numero degli stati, sempre più deboli, sempre più succubi, sempre meno capaci di gestire la governance. Parliamoci chiaro, il Sud Sudan è quasi nato fallito prima ancora di nascere.
Quindi stiamo attenti a non dimenticare l'insieme del sistema mondiale. Il sistema mondiale ha un trend in cui la statualità del Sud non viene sostanzialmente rispettata, e questo è un punto di debolezza del Sud, che deve sempre autolegittimarsi già nella sua composizione statuale, difendendo l'integrità a costo anche di rafforzare certe forme autoritarie proprio di fronte a questa prevaricazione che il Nord in alcuni casi cerca di fare. Sul Sahara occidentale a rigore c'è un accordo che risale al 1981, quindi sono passati 30 anni esatti e non si è trovato l'accordo su chi deve votare e su cosa si deve votare. 30 anni per discutere questo problema, non sarà un caso. Va bene, non è previsto l'intervento dalla sala e penso che non sia adesso il caso di fare troppo un controcanto. Vorremmo fare altre domande perché non abbiamo ancora esaurito una tematiche complesse, abbiamo ancora qualche minuto e ne approfittiamo perché abbiamo 3 ospiti autorevoli. Chi vuol parlare? Buonasera. Sì. Volevo fare una puntualizzazione per rispondere alla signorina e poi al signore che hanno fatto i 2 interventi sul Sahara occidentale. Sono qua. Sì. Si sente? No, qualcuno obietta che si parla troppo di Sahara occidentale rispetto... Cosa ha detto? Ok, allora... Guarda, non farò perdere del tempo perché la mia non è una domanda, quindi non pretendo una risposta dagli ospiti, è semplicemente una mia risposta ai 2 signori, al signore e alla signorina che hanno fatto le 2 puntualizzazioni sul Sahara occidentale. Ferrara, come sappiamo da anni, e l'Italia in generale, come alcuni paesi come Cuba e del Sud America, sappiamo che appoggiano la cosiddetta questione del Sahara occidentale, che io da marocchino, ma prima di tutto ancora penso da semplice cittadino, ritengo che non sia una questione del Sahara occidentale, bensì bisogna vederla in un quadro un po' più ampio, dobbiamo sapere che è un interesse strategico della Spagna, dell'Algeria, e questi Polisario che vengono identificati come rappresentanti del popolo saharawi sì, questo è già stato detto dai sono Sandra. finanziati da Gheddafi stesso militarmente, va bene, grazie. Questo prima credo che abbiamo perfettamente compreso il tuo intervento. D'altra parte sulla rappresentatività maggiore o minore si era già pronunciato il Sandra. Altra domanda? Invitiamo Internazionale della Noventura a organizzare a Ferrara un dibattito specifico sul Sahara occidentale. Mi prenoto come interlocutore. Salve, buonasera. C'è qualcuno che ha preso il microfono? Dato che abbiamo un ospite libanese, io ero interessata nel sapere la rivoluzione in Siria, o comunque quello che sta succedendo in Siria, che risvolti ha nel Libano con Hezbollah, insomma. Domanda perfetta. Domanda perfetta. Quelles conséquences il y a ok. Évidemment, il y a des conséquences. Le Liban est paralysé depuis quelque temps, déjà depuis presque 4 ou 5 ans, par deux questions majeures. La première est reliée à son système politique qui ne fonctionne plus proprement. Le système basé sur le confessionnalisme politique a montré ses limites. Il n'arrive plus à absorber les crises ni à les résoudre. Donc d'un côté, il y a un problème de système politique libanais et d'élite politique libanaise qui ne sait pas non plus gérer les choses et qui est divisée avec des allégeances externes. Puis il y a la question du Hezbollah qui est armé, qui est plus puissant que l'État libanais et qui peut imposer sur le Liban des choix stratégiques que certains Libanais, pour ne pas dire un grand nombre de Libanais, n'y sont pas d'accord. Hezbollah étant allié au régime syrien, bien sûr, il se sent concerné par la chute de ce régime-là, comme le sent l'Iran, qui est le grand allié, et comme ça a été dit, en fait la Syrie est le seul État arabe qui est allié à l'Iran. C'est probablement le seul État de la région, parce que les autres sont des organisations ou bien des acteurs non étatiques. Plus la Syrie permet à l'Iran un accès à la Méditerranée, plus elle permet un passage d'armes au Hezbollah libanais, et avec probablement, je ne suis pas dans les théories des complots, mais je pense aussi que la politique étrangère iranienne s'active pour avoir une alliance Iran, Irak, Syrie
avec un Hezbollah libanais, ça c'est une position et une puissance régionale assez importante. D'où tout le monde est concerné par ce problème-là. Par contre, je sais qu'il y a un malaise chez certains cadres de Hezbollah et comme chez beaucoup de gens dans la région, quand ils voient la quantité de crimes et de barbarie qui sont commises contre les manifestants en Syrie. Mais ils privilègent leurs alliances sur les questions éthiques et sur les questions des droits de l'homme et sur la question de la démocratie. Ce qui est dans le monde du politique un certain réalisme qu'on peut dénoncer, qu'on peut soutenir. Mais certes, il y aura des conséquences sur le Liban et le régime syrien menace régulièrement de déstabiliser le Liban comme de jouer d'autres cartes régionales si jamais il est menacé. Ça a été le cas durant les années du père et ça continue à l'être maintenant avec le fils. Ok, Olivier, voudrais intervenir. Oui, juste une petite remarque. Quand nous parlions tout à l'heure d'un changement de culture politique, cette nouvelle culture politique, elle est évidemment pas partagée par les gouvernements existants, mais elle n'est pas partagée aussi par un certain nombre d'acteurs qui sont sur la scène depuis longtemps. Et parmi ces acteurs, il y a les mouvements de libération nationale. Je veux dire que ce soit le PKK turc, que ce soit le Front Polisario, que ce soit le Hezbollah, que ce soit les Palestiniens. Ils sont les premiers à être très gênés par cette montée d'un mouvement démocratique. Ils ne savent pas l'intégrer. Il y a d'autres acteurs aussi dont on n'a pas parlé, qui ont beaucoup de mal à intégrer cette culture démocratique. Les églises chrétiennes d'Orient. Une des raisons du blocage au Liban, c'est que les églises, la hiérarchie, bien sûr, je ne parle pas des chrétiens, la hiérarchie refuse de quitter le système confessionnel, bien sûr, parce qu'elle perdrait sa place dans le pays. Elle refuse de passer au concept de citoyen. Et donc, les blocages viennent souvent de milieux où on ne les attend pas forcément. Les blocages viennent aussi parfois de minorités qui sont opprimées ou qui sont menacées, mais qui se défendent par cette ancienne culture politique. Et je crois que c'est Ziad qui le disait tout à l'heure, le jour où la jeunesse palestinienne sortira dans les rues, mais alors vraiment comme le mouvement de Tahrir, là les Israéliens seront extrêmement gênés. C'est-à-dire si on a un mouvement pacifique, non violent, démocratique et sans slogan idéologique ou djihadiste, pour Israël c'est bien plus menaçant que des centaines de terroristes. Abbiamo l'ultima domanda e quindi dovete giocarvi bene l'occasione. Thank you very much. Is it possible to ask a question in English? Il faut demander aux interprètes. I've got to pass my interpreter here. Ok, vas-y en anglais. You can speak in English. Thank you. Ok, you can speak in English. Les interprètes vont traduire en italien et en français peut-être, ou en français. Grazie. I've got 3 short questions. The first question is it right for history to include what happened in Libya in the Arab Spring in terms of a people's revolution? Or should we be talking about a form of coup d'etat led by NATO? That's the first question. And on the same Libyan issue, I'd like to know what the formula could have been, or the situation could have been, if Muammar Gaddafi, the autocratic leader, was holding nuclear weapons. The third and last question is based on, I'd like to know, there's this argument, we always talk in political situations, that what we call Europe today is a product of war. And the Arab world has not been able to come up with a strong, like a superpower, a country strong enough to unite neighbors, to bring peace around, because we have not allowed war to shape the area. And the reason we've not allowed war to shape the area is because of intervention from the West. What are your thoughts? Thank you very much. What do you mean for us? Arab peoples? Arab nations? The Middle East and the Arab. Middle East, Arab. Yeah. Okay, very short. I'll just take up the point of whether this, if I understood the question correctly, whether the Libya
Ah oui, pardon. Donc je vais répondre à la question sur est-ce que ce qui s'est passé en Libye est un coup d'État par l'OTAN. Je pense que c'est pas une question si on était pour ou contre l'intervention, mais je pense que la réponse est non. Et simplement parce qu'il y avait quand même énormément de demandes pour cette intervention chez les Libyens, et pas seulement à Benghazi. En Libye, il y a plus de 50 milices qui existent dans tout le pays, qui étaient là à demander, à rouspéter quand l'OTAN n'attaquait pas les cibles du régime Kadhafi. Donc ils étaient très demandeurs. On peut toujours avoir, c'est séparé du débat si est-ce que l'OTAN aurait dû intervenir ou non. Est-ce que cette doctrine d'intervention humanitaire est une ingérence ou non. Les Libyens n'auraient pas pu renverser Kadhafi sans l'OTAN et étaient très contents d'avoir le soutien aérien de l'OTAN. Je crois que c'est... Par rapport à la question des guerres, heureusement qu'on ne permet pas aux guerres de se passer et de se dérouler régulièrement, parce que premièrement, ça n'a causé que des malheurs dans la région, ça n'a pas abouti à la création de nouvelles dynamiques, ni à des accords et à des conventions comme ça a été le cas en Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Donc je pense que certainement la guerre n'est la solution de rien. D'autre part, je crois que les Libyens souhaitaient bien voir le départ du dictateur qui est en place depuis 1969. C'est en soi un fait qui ne doit pas être accepté de voir quelqu'un en place depuis une quarantaine d'années et qui prépare son fils et qui ne permet pas ni les partis politiques, il n'y a pas de constitution, il n'y a pas d'élection. Quelqu'un qui décide comment utiliser la fortune, comment la distribuer, qui punir, qui récompenser, c'est de la folie. Dans un certain sens. L'OTAN a intervenu, oui, on peut avoir des débats sur la légitimité des interventions militaires, qu'est-ce que ça veut dire dans cette région-là, qui a le pouvoir de décider où on intervient et où on n'intervient pas. Ça, c'est un autre débat, mais je pense qu'il fallait tourner la page de Kadhafi, de son régime. Les Libyens l'ont voulu, l'OTAN l'a aidé, désolé, mais tant mieux. Ok, allora io finisco e faccio una dichiarazione molto generale, prendendo proprio un spunto dall'ultima domanda dell'ultimo intervento. La guerra in Libia ha dato la misura della superiorità del mondo occidentale in termini anche di credibilità a livello mondiale, nel senso che soltanto l'Occidente, per qualche motivo che io non conosco, ha la legittimità di fare una guerra ingiusta, sostanzialmente ingiusta, illegittima, come io considero la guerra contro la Libia, con pochissima opposizione a livello mondiale. Gli stessi paesi BRIC che hanno per la prima volta dichiarato formalmente la loro opposizione alla guerra e soprattutto la loro opposizione all'uso della forza per risolvere i problemi di transizione politica nel sud del mondo, alla fine hanno subito. I paesi BRIC non hanno il coraggio di votare all'ONU contro la guerra, perché sanno di non avere un'attendibilità a livello mondiale così forte da potersi permettere di votare contro una risoluzione dell'ONU con il veto che hanno a disposizione Cina e Russia. Questa è una domanda fondamentale per capire il sistema mondiale di oggi. Non è giusta la guerra in Libia, ma è stata considerata condonabile da parte del sistema mondiale, perché il sistema mondiale non è sostanzialmente egualitario per tutti. Siamo in una animal farm sostanzialmente, però questo impone al sud del mondo tutta una revisione critica in cui entra anche il processo di democratizzazione. Tanti paesi del sud democratici avranno sicuramente più credibilità quando si opporranno, diciamo, all'imperialismo mondiale. Grazie.